RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. 9h10, le débat du jour est à nouveau. On va continuer à parler de la réouverture de Notre-Dame de Paris, Louis Dauphren. Et oui, bien sûr, on y pense et tous nos regards sont dirigés vers la cathédrale. Emmanuel Macron va bientôt faire la visite du chantier. Ce sera vendredi prochain. Et puis bien sûr, la réouverture les 7 et 8 décembre. Nous y serons évidemment. Mais nous parlerons aussi du conflit au Proche-Orient et de la fin de vie. Eh bien, on en parle avec Yann Boissière. Bonjour. Bonjour. Rabbin du judaïsme libéral, de judaïsme en mouvement J'aime, synagogue de Beaugrenelle, fondateur de l'association Les Voix de la Paix, et Hakim El-Karoui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes normalien agrégé de géographie, ancien conseiller du Premier ministre, et vous présidez le club 21e siècle. Vous nous direz peut-être ce que c'est. Vous publiez Les Militants du Djihad, c'est chez Fayard. Merci à tous les deux d'être présents, c'est le débat du jour. Et donc un dialogue juif-musulman, si on doit quelque peu présenter les choses pour que le public comprenne bien de quoi il s'agit ce matin, entre Yann Boissière, qui représente ainsi qu'on l'a dit le judaïsme libéral, Hakim El-Karoui, de mère protestante et de père musulman d'origine tunisienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, Hakim El-Karoui, à quoi correspond le club 21e siècle? Parce qu'il y a un club qui s'appelle Le Siècle, auquel donc vous appartenez, mais vous avez voulu faire autre chose. Oui, le club, il a déjà 20 ans, vous savez. L'idée, il y a 20 ans, c'était de montrer les réussites des enfants d'immigrés. Parce qu'il y avait un discours qui s'était installé sur la faillite du modèle français d'intégration. Alors évidemment, si on voit que les échecs qui sont criants et jamais les réussites qui sont silencieuses, on continue de penser qu'il n'y a rien qui marche, que en général on pense que c'est de leur faute, et eux ils ont tendance à penser que c'est de la faute des autres. Donc ça, c'est pas un débat qui est très intéressant. Donc on avait réuni des gens à l'époque. J'avais lancé avec Rachida Dati. Il y a eu Ramayad, il y a eu Fleur Pellerin, il y a eu un certain nombre. Le club a servi de vivier à un certain nombre de gouvernements. Et aujourd'hui, on essaye de le réorienter pour mettre en avant peut-être moins la diversité que l'unité. Parce qu'on pense que le sujet d'aujourd'hui, c'est l'unité dans la diversité. Mais on est dans une société qui est tellement fracturée et où il y a un certain nombre d'entrepreneurs de division, de polarisation qui jouent tellement sur le fait de casser les relations entre les gens qu'il faut insister sur l'unité. Voilà. Et ça se présente comment, en deux mots? Ça se présente, c'est beaucoup d'actions. Il y a des actions de plaidoyer. On a fait beaucoup de travaux de réflexion sur les politiques publiques, d'intégration, sur les quartiers pauvres, sur l'islam, on va peut-être en parler, etc. On rencontre des responsables politiques. On a reçu la semaine, il y a 15 jours, Dominique de Villepin, avec Glucksmann, Marine Tondelier la semaine prochaine, Patrick Boucheron très récemment. Et puis on va organiser une grande consultation nationale sur qu'est-ce que c'est qu'être français. Ça, c'est une question essentielle. Il faut ces 4 quartiers de noblesse républicains pour entrer au 21e siècle. C'était un club un peu fermé. On a décidé de l'ouvrir à tous ceux qui considèrent que l'unité du pays est en jeu et qu'il faut s'engager. La transition est toute trouvée avec le premier sujet de notre débat, puisqu'il s'agit de Notre-Dame. Exactement. Notre-Dame, c'est un ferment d'unité, peut-être. Phare de l'unité, peut-être. Alors, que mettons derrière ce terme d'unité? Cette unité est-elle parlante pour tout le monde? Pour nous, elle l'est, évidemment, mais on a voulu requérir des regards non pas forcément extérieurs, mais d'autres regards sur ce sujet, sur ce monument. Au-delà du monument, qu'est-ce que cela représente? Donc c'est le sens à la fois du monument et de cette réouverture, la manière dont les choses se présentent. Yann Boissière. Oui, Notre-Dame est évidemment un grand événement, je dirais, national, avec une connotation religieuse aussi. C'est intéressant d'ailleurs parce que dans notre pays, traversé par le débat sur la laïcité, on voit bien que les uns mettront davantage l'accent. Peut-être ce sera le pôle du président de la République sur la réussite française, sur l'importance en termes de patrimoine, et d'autres, les chrétiens, peut-être les personnes qui croient en général ou qui sont sensibles en tout cas à la dimension spirituelle, insisteront davantage sur le côté religieux. Indéniablement, cette cathédrale fait partie du patrimoine français. D'abord, elle a été mise en littérature de nombreuses fois, Victor Hugo étant l'acmé le plus connu. Elle est intégralement liée aussi à l'histoire française. C'est ça qui est intéressant quand on le voit depuis sa construction au XIIe siècle. Elle a accueilli la couronne d'épines. Bon, ça c'est un événement religieux, mais de nombreux rois, de nombreux présidents se sont fait inhumer. Napoléon Ier a voulu son sacre au cœur en 1944.
1844, un Magnificat a été chanté lors de la Libération. Donc c'est un bâtiment religieux qui est intimement tissé à l'histoire française, indéniablement. Et c'est aussi une réussite. À l'époque, elle a servi d'œuvre française. On l'appelait Opus Francigenum. C'était l'œuvre d'Île-de-France qui était réduite à la France à l'époque. Donc elle a servi pour vecteur du gothisme flamboyant et de l'art français, de tout ce génie des artisans qui avaient participé. Et quelque part, ce qui était assez émouvant aussi, c'est de voir que 2000 ans plus tard, il en est de même. Je veux dire, la mobilisation de plus de 2000 corps de métier pour la réussite, dans un temps record, il faut le dire. Là, c'est indéniablement une réussite. Et le président de la République y est sur ce dossier, en tout cas, pour quelque chose. Donc ça, c'est indéniable. La dimension religieuse, moi, je suis sensible, effectivement, au fait que les religions ont besoin d'institutions. C'est la chose la plus difficile à comprendre pour la modernité, parce que les religions sont volontiers vilipendées, critiquées, parce qu'effectivement, l'institution, par définition, c'est quelque chose de lourd, mais c'est quelque chose quand même d'essentiel qui permet de fixer et de rassembler les gens. On parlait d'unité. Il n'y a pas d'unité, de bien commun, que ce soit d'ailleurs sur un plan strictement politique, mais religieux, sans institution. Donc la renaissance d'une institution, la remise en fonctionnement d'une institution, les anthropologues aiment bien réfléchir aujourd'hui aux institutions comme quelque chose qui stabilise la confiance. Les hommes développent des liens horizontaux, de marché, d'échange, et à un moment, il y a besoin d'une institution pour fixer ça. Mais l'institution pour le judaïsme, c'est Napoléon. Alors c'est Napoléon, oui et non. Enfin, Napoléon a indéniablement donné une sorte de dignité républicaine au judaïsme. Il l'a aussi sévèrement encadré, et aujourd'hui, on se sent un petit peu à l'étroit dans les institutions napoléoniennes, même si le consistoire reste quelque chose de central. Non, l'institution, ce sont aussi les communautés. C'est l'organisation propre à chacun. Napoléon y a mis bon ordre par rapport à ce qui n'est pas la République à l'époque, mais par rapport à la nation française. Mais on a besoin d'institutions pour stabiliser la confiance et pour donner une visibilité aux idées. Sur ce point, Hakim El-Karoui, il n'y a pas d'équivalent, même si on le cherche depuis très longtemps, depuis Jean-Pierre Chevènement notamment, cet islam à la française qui s'incarnerait dans une institution avec laquelle on pourrait parler. Je ne parle pas de l'islam consulaire et des mosquées qui représentent plus ou moins tel ou tel pays. Oui, c'est un des problèmes de l'islam aujourd'hui, c'est que contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de communauté. Et pour institutionnaliser une institution, enfin une religion en l'occurrence, on a besoin d'une communauté, c'est-à-dire un sentiment d'un intérêt général qui vous dépasse. Et en matière musulmane, il y a des intérêts des pays d'origine, vous l'évoquez. Et puis il y a plein de petites communautés, en général autour des mosquées, mais avec une très grande difficulté à comprendre qu'il y a un moment, on a besoin d'une organisation nationale, et que ceux qui doivent gérer cette organisation nationale, c'est ceux qui doivent être indépendants des pays d'origine et indépendants d'un certain nombre d'organisations qui n'ont pas voix au chapitre dans la République. Et donc ça, c'est un très gros travail. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur ce sujet-là, en commençant d'une façon un peu originale. Vous étiez un peu pressenti, non ? Non. Moi, vous savez, je suis consultant en stratégie, donc j'ai essayé de monter le système, puis après de le faire gérer par des gens bien plus qualifiés que moi. Mais mon idée, c'était de commencer par la question de l'argent. Parce que jusqu'à présent, sur l'islam, on a essayé de mettre d'accord des gens qui, en fait, n'avaient aucun intérêt à monter un islam de France, notamment les représentants des consulats. Mon idée, c'était de dire, si on est capable d'avoir un flux financier régulier, indépendant des dons, c'est très important, en fait, il va y avoir de l'argent, et cet argent, il va falloir le dépenser. Et pour le dépenser, il faudra qu'on se mette d'accord. Et cet argent, il viendrait d'où ? Il viendrait, ce sur quoi on avait travaillé, c'était la régulation du pèlerinage, puisque les agences de voyage n'étaient pas de très bonne qualité, vendaient à des tarifs très importants, et il y avait à l'évidence un besoin de régulation. Donc il y a un accord qui avait été passé avec les Saoudiens, pour qu'ils ne donnent pas de visa pour le pèlerinage à des agences si elles n'avaient pas été régulées. Et puis, le Covid est arrivé. Un accord entre l'État et les agences de voyage, ou entre qui et qui ? Il y avait eu un accord informel entre l'État, disons le pouvoir politique, pour encourager l'initiative qu'on avait prise, via l'AMIF, l'Association musulmane pour l'islam de France, que j'avais montée. Et puis il y a eu le Covid, et le Covid a arrêté le pèlerinage pendant 2 ans, et après les Saoudiens, maintenant, vendent directement sur Internet. Donc il y a plus d'agences de voyage. Donc le concept ne fonctionne plus. Donc il faut retrouver un moyen de créer un flux financier, mais je reste persuadé que pour créer cet islam de France, cette organisation nationale, il faut commencer par le sujet monétaire. Et c'est le paradoxe de vouloir l'unité, alors que le paradoxe, pas forcément le paradoxe, ça peut être l'origine aussi de votre démarche, alors de voir que celle-ci n'arrive pas à émerger pour ce qui concerne la communauté musulmane.
Oui, bien sûr. Il y a plein de difficultés. Une des raisons, c'est que les musulmans n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent jouer un rôle politique dans la cité. Et donc, ils considèrent bien souvent que moins ils parlent, moins ils affichent leur religion, leur engagement, moins ils auront de problèmes. C'est évidemment tout l'inverse. Yann Boissière. Oui, je corrobore tout à fait les propos de Hakim. Il se trouve que j'ai agi dans le secteur, mais à un tout autre niveau, vraiment au ras du terrain, de façon militante, dans le cadre des Voix de la Paix, où je cherchais des interlocuteurs musulmans, des mosquées, enfin toutes sortes de personnes. Et c'est vrai qu'il y a cette difficulté, quand on est vraiment au ras du terrain, à trouver quelqu'un qui parle au nom du groupe. Alors soit c'est l'imam, mais on nous dit, mais l'imam, attendez, non, c'est celui simplement qui anime la prière du vendredi. Il n'a pas la responsabilité d'une communauté particulière. Ce serait plutôt le président de la communauté. Alors on met beaucoup de temps à remonter jusqu'aux personnes qui sont prêtes à dire quelque chose, et puis quand on arrive à ce niveau, c'est mais non, mais moi je suis le dirigeant laïque, etc. Je n'ai pas autorité religieuse, etc. Et effectivement, je pense que le cœur du problème, c'est exactement ce que vient de dire Hakim. Moi, j'y vois un problème de génération. C'est vrai que les Juifs en France, par exemple, sont là depuis 2000 ans, donc on est acculturé à l'histoire française. Il y a un tissage de l'histoire juive et de l'histoire française qui fait que naturellement, on se conçoit comme des acteurs nationaux. Peut-être que simplement, c'est le fait que l'immigration, enfin en termes significatifs numériquement, est très récente pour l'islam. Donc ça fait 3-4 générations seulement. Donc tout ça viendra. Je pense que cette idée que naturellement les musulmans, en tant que musulmans, français musulmans, doivent prendre la parole au nom de l'islam, mettra du temps à s'imposer, c'est encore trop jeune. Cela dit, Yann Boissière, pour les Juifs d'Afrique du Nord, c'est quand même assez récent, hein. C'est quand même 19e siècle. Hein. Oui, mais c'est vrai que les Juifs d'Afrique du Nord, alors il y a une histoire spécifique, il y a le décret crémeux qu'ils avaient fait français, etc. Donc un certain nombre de choses les reliaient à cette histoire nationale. Et puis alors depuis Napoléon, c'est là où Napoléon a son importance, et même avant Napoléon, la toute dernière loi de l'Assemblée constituante de 1791 qui fait des Juifs des citoyens français comme les autres. Donc il y a cette reconnaissance éternelle. Les premiers en Europe, une nation accorde l'égalité citoyenne aux Juifs. Donc il n'y avait pas de musulmans à l'époque. Il y a cette reconnaissance. À l'époque, il n'y avait aucun musulman en France, je pense même que dans l'Empire français. Il devait y en avoir très très peu, quoi. Au moment de Hakim El-Karoui. Non, de la Constituante. Du consistoire. Oui, de la Constituante. Oui, non, là il y en avait quasiment pas, puisqu'en fait les musulmans, c'est l'Algérie. Ce n'était pas un sujet. Ouais. Ce n'était pas un sujet. Il y avait... Alors ma question, si on doit justement la relier à Notre-Dame de Paris, quand on parle d'unité. Évidemment, vous ne parlez pas au nom des communautés, c'est votre regard propre, donc c'est difficile de faire de vous des porte-parole, et je ne tiens pas nécessairement à ce qu'il y ait cette vocation-là, et puis au nom de quoi, puisque vous n'êtes pas dans ce rôle-là, mais comment essayer d'interpréter le regard que portent justement des communautés qui ont chacune leur histoire sur un monument qui pour nous est évident, mais qui ne l'est peut-être pas pour d'autres, ou qui peut-être porte une autre signification. Comment essayer de le voir, et est-ce qu'on peut essayer de traiter cette question? Moi, je dirais que c'est presque... Je pense qu'il est encore plus évident pour les musulmans notamment, parce que Notre-Dame, c'est l'histoire nationale. C'est un phare dans la cité, c'est l'inscription dans l'histoire longue, c'est aussi un monument qui est très imposant. Et d'une certaine manière, c'est la France. Et pour des gens qui ont rejoint la France, soit qui la connaissaient d'outre-Méditerranée, soit parce qu'ils l'ont rejointe récemment, en fait, c'est un peu comme la Tour Eiffel, sauf qu'il y a une dimension religieuse. Et les musulmans, ou les gens de culture musulmane en France, sont beaucoup plus croyants, beaucoup plus pratiquants que l'ensemble des Français. Et du coup, un monument avec une connotation religieuse, pour eux, c'est très naturel. Et en fait, ça fait référence à la grande mosquée d'Alger, la grande mosquée de Casa, la Zitouna à Tunis ou El-Azhar au Caire. Donc, je pense qu'il y a une relation qui est en fait très fluide et assez simple. Et la signification religieuse est première ? Oui, elle est première, et elle est très directement liée à la France. C'est le symbole de la France, mais c'est la France très chrétienne, si vous voulez. Il y a moins ce partage laïque, d'une certaine façon, entre le cultuel et le culturel dans le regard du musulman qu'il ne peut exister dans le regard de l'Européen. Alors attention, oui, il y a plein de Français musulmans. Oui. J'en suis la preuve. Non, je dirais qu'on peut faire la part des choses. Le monument a un rôle religieux. Il a évidemment un rôle politique, on le rappelait à l'instant, et on va, dans sa réouverture, on va voir la double dimension. Donc, je dirais sans prétendre représenter tout le monde, mais je dirais que les musulmans sont très détendus vis-à-vis de Notre-Dame et très fiers.
Yann Boissière, de votre côté? Je pense pas qu'il y ait de position officielle du judaïsme, j'en ai pas connaissance, mais en tout cas, la reconnaissance d'un monument français parle aux Français juifs parce que justement les Juifs en France se sentent éminemment français depuis de par l'histoire et puis de par la reconnaissance encore une fois qui génère une reconnaissance éternelle du rôle des institutions publiques dans la reconnaissance du judaïsme depuis 1791 donc. Et puis dans la signification religieuse ne peut pas échapper à un juif en tout cas qui se considère comme religieux. Beaucoup de juifs se considèrent pas comme religieux d'ailleurs, mais en tout cas en ce qui me concerne, je trouve beau les institutions religieuses. Moi, je suis un défenseur de la visibilité des religions dans l'espace public, si mal comprise dans un pays où on a tendance à vouloir reléguer la religion dans le fort intérieur, ce qui est forcément évidemment nécessaire, mais ce qui est faux juridiquement et la laïcité n'exige pas ce reflux total dans le fort intérieur. Les religions peuvent exprimer dans l'espace public pourvu qu'elles respectent un certain nombre de principes, bien sûr, et donc je peux être que sensible à l'affirmation belle, décomplexée d'une foi, enfin voilà, qui n'est pas un gros mot, voilà, et puis chacun s'en arrangera après de manière personnelle. De votre point de vue, l'un et l'autre, est-ce que justement l'Église catholique, Monseigneur Ulrich, a réussi à prendre sa part et à faire en sorte que Notre-Dame soit un monument catholique, parce qu'on a vu beaucoup Emmanuel Macron, peut-être, diront certains observateurs, récupérer Notre-Dame. C'est lui qui va montrer pour la première fois les images de Notre-Dame restaurée vendredi prochain. Il voulait faire un discours dans Notre-Dame, finalement ce sera sur le parvis. Est-ce que Monseigneur Ulrich et l'Église catholique en général arrivent justement à mettre en avant la religiosité du monument, le caractère religieux? J'ai entendu dire qu'effectivement les négociations avaient été longues pour savoir quelle serait la place physique du président de la République, la longueur du discours aussi. L'équilibre final, on fait confiance aux acteurs, sans doute leur convient tous les deux. Je pense qu'il est effectivement important dans un pays comme la France de distinguer ce qui est de l'ordre vraiment de l'État et ce qui est de l'ordre de la religion. Enfin, l'accord final me semble tout à fait respecter les équilibres. Voilà, donc avec cette ouverture, enfin qui m'a. Quel conseil vous donneriez, Yann Boissière? Je suis pas en position de donner des conseils, mais par contre, ce que je vois, c'est aussi la religion est bordée en tout cas par deux phénomènes. Il est bordé par l'État en France, et c'est tout à fait légitime et c'est bienvenu parce que c'est justement l'État et la laïcité qui donnent aux religions leur juste place et qui permet à une religion de pas saturer l'espace au détriment des autres ou de saturer le débat. Donc voilà, que les choses soient, les religions ne tiennent plus la plume du législateur. Tout ça est parfaitement acquis dans l'histoire française. Et puis il y a un autre phénomène qui déborde le rôle propre de l'État, c'est la culture générale et la culturisation du religieux. Je pense que Notre-Dame est soumis à ce genre de pression, notamment à travers un autre débat qui serait le fait de faire payer l'entrée. Donc c'est vrai que la culture laïque massivement assimilatrice de toutes les personnes qui sont immigrées de quelque part, qui viennent d'ailleurs, et Dieu sait si la France est un pays d'immigration, voilà, cette culture, cette lessiveuse de l'assimilation et de la réduction au culturel ou au tout politique est quelque chose aussi contre lequel il faut savoir, à mon avis, lutter pour préserver les dimensions différentes. L'État, le politique, le religieux, le culturel, ce sont des instances symboliques différentes. Nous sommes avec Yann Boissière, rabbin du judaïsme libéral, rabbin de GEM, Judaïsme en mouvement, fondateur de l'association Les Voix de la Paix, et Hakim El-Karoui, normalien, agrégé de géographie, président du club 21e siècle, qui publie notamment Les Militants du Djihad, c'est chez Fayard. Et juste après les informations, on reviendra sur le conflit au Proche-Orient. Que peut-on espérer pour le conflit au Proche-Orient? À tout moment, vous pouvez réagir par mail direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. La suite du débat du jour, nous sommes toujours avec Yann Boissière et Hakim El-Karoui. Et oui, deux regards croisés aujourd'hui donc de Yann Boissière et Hakim El-Karoui. On a parlé de Notre-Dame de Paris, de leurs liens, du côté institutionnel aussi de cette réalité. Notre-Dame de Paris qui va donc ouvrir avec le président Emmanuel Macron qui y fera une apparition, ça sera vendredi prochain, où le chef de l'État nous fera partager donc des images sur ce chantier titanesque qui va s'achever. On va parler à présent de la situation au Proche-Orient. Les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent aujourd'hui près de Rome pour 2 jours de pourparlers axés sur le conflit au Proche-Orient en présence de leurs homologues régionaux. Il sera question de la guerre en Ukraine demain. Alors c'est vrai que cette situation au Proche-Orient continue de nous affliger, de nous inquiéter.
Au-delà des nouvelles que nous font parvenir en particulier les communautés chrétiennes, on s'interroge sur l'issue qu'on peut toujours trouver à ce type de conflit, si tant est qu'il y en ait une. Yann Boissière, Hakim El-Karoui. Hakim El-Karoui, que peut-on espérer pour le conflit au Proche-Orient aujourd'hui ? Beaucoup de choses, parce que la situation est tellement catastrophique qu'il faut garder un peu d'espoir. Je pense que la première chose qu'on peut espérer, c'est que ça s'arrête, que la guerre s'arrête. L'arrivée de Donald Trump, son investiture en janvier, pourrait être une occasion, alors pas parce que ce serait un faiseur de paix, mais parce qu'on imagine bien Benjamin Netanyahou vouloir lui offrir d'une certaine manière la paix sur un plateau au moment où il arrive, puisque Donald Trump a annoncé qu'il imposerait la paix à Gaza, mais aussi en Ukraine. Donc on peut espérer qu'à court terme, ça s'arrête, en tout cas que le fracas des armes se calme. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? On voit bien que ce que fait l'armée israélienne aujourd'hui, c'est qu'elle est en train de réoccuper le nord de la bande de Gaza, avec probablement des idées d'installation, pas seulement de police, mais des idées d'installation. De peuplement, donc ? Oui, de recolonisation. Enfin, on le voit bien parmi les discours déjà anciens, en fait, d'un certain nombre de ministres israéliens. On nous disait, mais non, ce sont des extrémistes. En fait, on voit que c'était peut-être des extrémistes, mais de toute façon, c'est eux qui ont le pouvoir. Et c'est eux qui font l'équilibre de la majorité du Premier ministre israélien. La deuxième chose, c'est qu'il y a des idées de recomposition du Proche-Orient, vous savez, qui reviennent tous les 5 ans, tous les 10 ans, qui tout échouent et qui, en général, conduisent à une situation pire encore que la situation précédente et qui, d'ailleurs, en général aussi, favorisent les extrémistes. Donc les Américains ont voulu mettre à bas Saddam Hussein. Ça a été une occasion pour les Iraniens de prendre pied un peu partout, notamment en Irak. Là, Benjamin Netanyahou nous explique qu'il va régler son compte au régime iranien. Je crains qu'il ne les renforce. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Je vous dis, à très court terme, franchement, espérons la paix. Vu la situation à Gaza, vu la situation au Liban, vu aussi que les otages ne sont toujours pas rentrés, peut-être que faire la paix permettra le retour des otages, permettra aussi que les enfants arrêtent de mourir sous les bombes aveugles et indiscriminées israéliennes. Est-ce qu'il y a des plans de paix émanant de pays musulmans ? Il y a depuis toujours des plans de paix, c'est toujours à peu près le même. Il y a un plan de paix saoudien notamment, qui a eu l'aval de la Ligue arabe. C'était sous le prince héritier Fahad, ensuite le roi Abdallah en 2002. C'est un plan de paix qui dit, en fait, on va s'en tenir au droit international, c'est-à-dire le retour aux frontières de 67. Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine et un droit au retour pour un certain nombre de réfugiés. Après, tout ça se discute évidemment, mais oui, il y a un plan de paix arabe qui est régulièrement réaffirmé. Et je dirais récemment, l'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman a redit qu'elle ne voulait pas de normalisation avec les Israéliens si la question de l'État palestinien n'était pas réglée. Donc la question de revenir aux frontières de 67, ça vous paraît aujourd'hui quelque chose qui est tenable ? Absolument pas. Je pense que les frontières de 67 n'existent plus. Je pense qu'il y a 800 000 colons aujourd'hui, 250 000 à Jérusalem, 500 000 à peu près en Cisjordanie. Ils ne partiront pas. Je pense qu'il faut réfléchir différemment. Ce qui fait dire que le Hamas, le 7 octobre, n'a pas attaqué Israël puisque les kibboutz ne se situaient pas à l'intérieur des frontières de 67. On était dans les frontières de 48, effectivement. Enfin, si, le Hamas a attaqué tout à fait Israël. Donc, le territoire légalement constitué, reconnu d'Israël. Après, si on attaque des colons, est-ce que c'est l'État d'Israël qui est attaqué ? Non, c'était pas des colons. Le côté, les kibboutz qui ont été attaqués, c'est le sud d'Israël. C'est pas les territoires occupés. Yann Boissière. Oui, la situation est désespérée, mais il ne faut pas désespérer de la paix. Il y a un précédent, après la guerre de 73, qui avait été très très dur, qui avait menacé même l'existence même d'Israël. Il se trouve que finalement un processus de paix s'est ouvert de manière quasi miraculée en 74 avec l'Égypte. Donc on n'est jamais sûr de rien au Moyen-Orient.
Je dirais que le drame de la situation, c'est que les conditions finales de la paix, tout le monde les connaît, y compris les Israéliens et les Palestiniens, parce que les lignes rouges sont connues des deux côtés. Ce qui manque, c'est les acteurs politiques. Les accords, on les connaît. Donc ce n'est pas une question de frontières, en fait. Non, c'est pas une question. La question des frontières, évidemment, la question des colonies, des implantations se pose, etc. Mais il y a de nombreuses solutions. Il se trouve que parmi les 800 colons, beaucoup habitent près de la frontière, enfin de la ligne verte. Statistiquement, 80% de ces 800 000 personnes ne sont pas loin de la ligne verte, donc il suffirait de déplacer. Il y a eu des discussions avec des compensations territoriales, notamment prises sur le Negev, au pourcentage près de territoire, etc. Les gens de bonne volonté des deux côtés y sont prêts. La question de Jérusalem est très compliquée, mais elle est discutée. La question des compensations pour les déplacés de 48 est discutée. Tous les paramètres ont été discutés, et en réalité, les paramètres probables d'une paix, quand il y en aura une, ce sera les paramètres, ce qu'on appelle les paramètres Clinton, qui ont été issus des discussions de tabac. Donc tout le monde les connaît. Enfin, je veux dire, chacun sait ce que ne lâchera aucune des deux parties, et ce sur quoi ils seront d'accord pour compromettre. Je reviens sur l'aspect de la discussion du Hamas. Je pense qu'il y a une mécompréhension totale du 7 octobre, qui fait partie de la situation. D'abord, le traumatisme absolu pour Israël, qui est assez peu compris et qui a généré assez peu d'empathie dans le monde. Mais d'un point de vue plus technique, tout le monde se méprend, je crois, sur la nature du Hamas, y compris sur son rôle éventuellement d'une organisation nationalisme. Je fais partie des gens qui considèrent que le nationalisme palestinien est légitime, et que le conflit dans sa base de 1947, etc., est un conflit de deux nationalismes qui luttent pour avoir une terre, pour un État-nation. Ça fait pas photo. Au passage, ce qu'on peut regretter, c'est que la situation, quelque part, intellectuellement, nonobstant tous les développements depuis 70 ans, n'a pas changé d'un millimètre par rapport à la disposition du 29 novembre 1947. La disposition prévoyait deux États pour deux peuples. Il se trouve qu'Israël a accepté sa part, qui n'était pas celle dont elle pouvait rêver d'ailleurs, et il y avait une part pour les Palestiniens, et le Haut Comité arabe de l'époque a refusé cette solution. Et voilà que les Palestiniens, aujourd'hui, du fait de l'incurie notamment de beaucoup de leurs dirigeants, et enflammés par les pays arabes qui se soucient finalement assez peu de la cause palestinienne, encouragent les Palestiniens dans une révolte parfois sans issue, au détriment finalement des Palestiniens. C'est ce qu'on peut aussi regretter. Mais je reviens sur le rôle du Hamas, et notamment sur cette confusion éventuelle. Le Hamas a attaqué une part souveraine d'Israël, les colons, enfin c'était pas des colons, c'était des implantations qui faisaient partie totalement du territoire palestinien. Il se trouve qu'en plus politiquement c'était des gens israéliens. Il se trouve que politiquement c'était des personnes de gauche en général qui militaient le plus pour la paix, qui accueillaient des Palestiniens. Au passage, les Palestiniens se sont servis aussi de leur connaissance du terrain pour attaquer et diriger les milliers de personnes qui se sont déversées ce jour-là de l'autre côté de la frontière. Le Hamas n'est pas un mouvement nationaliste. L'OLP le fut. L'OLP est vermoulu, ses dirigeants corrompus, etc., est totalement impuissant. Mais le Hamas est un mouvement djihadiste qui cherche à instaurer un califat entre le Jourdain et la mer. Donc c'est pas un mouvement d'essence nationaliste. Donc pas un interlocuteur. Il considère que c'est une terre musulmane, ce que techniquement on appelle un waqf, c'est-à-dire une terre légitimement musulmane, et la présence juive doit disparaître. Et puis c'est un mouvement génocidaire, parce qu'effectivement l'idée n'était pas de tuer ni des Israéliens, ni des colons, ni d'influer sur une situation politique, mais de tuer des Juifs, parce que ça fait partie. On a du mal à comprendre ça en Occident, tellement ça paraît primaire. Mais l'objectif, c'est bel et bien de tuer des Juifs. L'opération en arabe s'appelle le déluge al-Aqsa, donc on voit bien que c'est une cause religieuse avant tout, qu'il s'agit d'instaurer un califat, ça fait partie de leur charte. Et l'idée, c'est de tuer des Juifs, même pas des nationaux israéliens. Donc on a du mal à comprendre. Alors la paix, oui. Que ça s'arrête, mon Dieu, oui. Le problème d'arrêter la guerre, c'est qu'il faut qu'un certain nombre d'acteurs disparaissent. C'est avec qui ? Pour que les conditions de la discussion de la paix puissent exister. Notamment, le Hamas ne peut plus jouer un rôle politique, et c'est dur. On est bien d'accord que l'objectif de supprimer le Hamas est difficile à atteindre. Pareil pour le Hezbollah. Je pense que le Hezbollah ne peut plus jouer. Alors c'est encore plus difficile parce que le rôle politique du Hezbollah au Liban est majeur, mais en absolu, c'est difficile d'imaginer la paix avec des interlocuteurs biaisés. Hakim El Karoui, vous vous retrouvez dans ces propos ? En partie.
En partie sur la manipulation de la cause palestinienne par les régimes arabes, tout à fait sur le statut du Hamas, qui est une organisation islamiste. C'est vraiment les Frères musulmans de Gaza, fondés par des gens qui ont été en Égypte et qui sont revenus et qui ont fait, comme les Frères musulmans, de l'action sociale et puis de l'action religieuse. Un petit bémol, parce qu'il faut quand même rappeler que le Hamas a été soutenu par les autorités israéliennes, par Benjamin Netanyahou. Il y avait même, je crois qu'il y avait une info hier ou avant-hier qui disait que les services de renseignement israéliens avaient proposé à Benjamin Netanyahou d'assassiner un certain nombre de leaders du Hamas avant le 7 octobre, qu'il n'avait pas voulu, parce que en fait, il a joué depuis le début, enfin lui, bien avant les autorités palestiniennes, la division, favoriser le Hamas pour affaiblir l'OLP. Donc, moi, je crois que dans cette affaire, ceux qui veulent la guerre auront la guerre et auront toujours plus de guerre. Je pense que c'est ça l'enseignement du 7 octobre. Ce qui se passe au Liban, c'est pareil. Croire que on va anéantir le Hezbollah, qu'on va anéantir le Hamas, peut-être que ce sera le Hamas, une nouvelle organisation, peu importe. Les 17 000 orphelins de Gaza, croyez qu'ils n'ont pas beaucoup d'aménité envers Israël. Bon. Donc à un moment, il faudra arrêter. Oui, il faut changer d'interlocuteur du côté des terroristes. Oui, il faut aussi changer d'interlocuteur du côté des Israéliens. C'est aussi ce qu'a dit. Oui, vous en avez vous, Hakim El-Karoui? Il y en a tout à fait en Palestine. Il y a par exemple quelqu'un qui s'appelle Marwan Barghouti, qui est extrêmement reconnu et extrêmement, qui a reconnu tout à fait l'existence d'Israël et qui a annoncé qu'il était prêt à discuter. Il est sous les verrous parce qu'en fait, Netanyahou ne veut pas d'interlocuteur. Et Netanyahou, le mandat d'arrêt qui a été lancé par la Cour pénale internationale, dit aussi quelque chose. Comment considérer qu'on va pouvoir faire la paix avec quelqu'un qui est accusé de crimes de guerre? Je laisse de côté le sujet du génocide, c'est une question de juriste. Voilà, il y a un problème d'interlocuteur des deux côtés, mais il y a aussi, je crois, la nécessité d'une prise de conscience. On est dans un trauma collectif. Le 7 octobre a été un trauma considérable en Israël. Effectivement, je pense que vu d'ici, on ne l'a pas assez vu. Ne négligeons pas le trauma des Palestiniens. Imaginez ce que c'est la vie des Gazaouis depuis 13 ou 14 mois. Imaginez ce que c'est. Et la relation qu'ils ont avec l'armée israélienne. Enfin, imaginez. Bon. Et ensuite, à un moment, il va falloir... Effectivement, moi je pense qu'il faut un général israélien, comme on l'avait avec Rabin, pour dire maintenant on arrête et on essaye autre chose. Et il faut quelqu'un de la trempe d'Arafat, côté palestinien. Je voulais dire juste un truc sur Netanyahou qui reprend partiellement. Je souscris totalement à la nécessaire compassion pour les victimes des deux côtés. Enfin, il faut sans cesse le redire parce que la chose qu'on est le plus probable de perdre dans ces analyses, c'est la compassion. On est chacun enfermé très facilement dans des positions de défense. Je voudrais juste dire une chose sur Netanyahou qui, à mon avis, est très très mal perçue dans l'analyse politique qu'on donne. Tout le monde est obnubilé par Netanyahou. Je pense d'abord, il faut dire une chose, que ce serait un autre dirigeant israélien, peut-être que sa politique actuelle ne sera, je m'empresse de préciser que Netanyahou n'est pas du tout ma tasse de thé, que le gouvernement israélien actuel comporte des personnes racistes, suprémacistes, juifs, etc., et d'extrême droite, c'est entendu. Ceci dit, je pense que en tant que conduite de la guerre, n'importe quelle autre personnalité, y compris de gauche, y compris des générales de gauche, il en existe, des belles figures, ça, mènerait une politique assez peu différente. Israël est attaqué, il est essentiellement dans une guerre de défense. Il n'a rien voulu le 7 octobre et le voilà précipité sur 7 fronts différents. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il est évident que Netanyahou joue sa survie politique et a tendance à prolonger la guerre pour s'éviter d'avoir à traiter toutes les casseroles qui l'attendent. Troisièmement, Israël est un pays démocratique, voire hyper démocratique. Je pense que le sort de Netanyahou sera réglé dans peu de temps. D'abord, il est à la fin d'un cycle politique, c'est un animal politique. Je sais pas combien de temps va durer la guerre, mais je pense que d'ici 6 mois, 1 an, Netanyahou va être jugé. Des gens l'attendent pour qu'il soit jugé. D'abord pour être fautif sur le 7 octobre, pour avoir été défaillant sur la sécurité d'Israël, ne serait-ce que d'un point de vue interne. Dieu sait si le système judiciaire israélien est impitoyable, y compris pour ses plus grands dirigeants. Ça a été le cas de Sharon, ça a été le cas de la guerre du Liban de 82, etc., et de bien d'autres dirigeants. Donc Netanyahou, je pense, c'est un facteur d'espoir à mes yeux. Il n'écoutera pas. Va finir par disparaître, et d'autres interlocuteurs, effectivement, côté palestinien, il en est, Marwan Barghouti en est un, il en existe d'autres. Côté israélien, j'espère qu'émergeront des... Donc, vous avez des noms côté israélien? C'est une facilité.
Côté israélien, actuellement, il y en a plus beaucoup. Benny Gantz, c'était pas mal. Bon, c'est sûr que politiquement, il a un petit peu failli. Il y a des gens qui émergent. Je sais pas si Yair Lapid pourrait être une personnalité. C'est vrai qu'il faut quelqu'un qui incarne l'autorité de l'armée. C'est vrai qu'en Israël, cet ethos-là est très important pour la vie politique. Donc, il y a des personnes de qualité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une facilité d'analyse ici, en France, en Occident, à tout mettre sur Netanyahou. Et je trouve ça assez naïf et ça nous empêche de comprendre les choses parce que finalement, d'autres dirigeants feraient pas loin la même chose actuellement. Et puis de toute façon, cette situation est quand même sous une épée de Damoclès. Donc d'autres conditions vont émerger. Est-ce qu'il y a parmi les religieux des deux camps, est-ce qu'il y a des modérateurs? Est-ce qu'il y a des gens qui poussent les populations, qui constituent des contrepoids, qui sont un tant soit peu écoutés? Hakim El-Karoui. Le sait-on? Là-bas, dans l'espace public ou médiatique même. Il y a dans le monde arabe des religieux modérateurs, mais parce que les régimes arabes ne veulent surtout pas rentrer dans le conflit, parce que les régimes arabes ne veulent pas que leur population se mobilise. Les frontaliers, parce qu'ils ont un mauvais souvenir de la présence des Palestiniens chez eux, que ce soit au Liban ou en Jordanie. Et puis les Égyptiens, par exemple, parce qu'ils n'ont aucune envie qu'il y ait une pression populaire pour accueillir les Palestiniens. Et les Émiriens, par exemple, qui ont des grands discours sur l'appel à tolérance, etc. Eux, ils font des affaires avec l'armée israélienne. Donc il y a un discours un peu factice de paix. La réalité, c'est que 95% des Saoudiens soutiennent à fond les Palestiniens. Et que si les régimes arabes étaient démocratiques, partout, il y aurait des manifestations tous les jours et il y aurait probablement des propos pas très amènes et pas très favorables à la paix, y compris des leaders religieux. Voilà, j'essaye de vous dire la vérité. Donc les régimes arabes, en fait, verrouillent plutôt le sujet. Complètement. Et en ce sens, ils sont plutôt soutenus, ils auraient plutôt intérêt à être soutenus donc par la cause israélienne. Ils sont soutenus. Certains ont des accords avec les Israéliens, d'autres, quand ils en ont pas, ont des accords avec les Américains. Et puis c'est au-delà de ça, ils ont très peur d'être débordés par leur population sur ce sujet. Yann Boissière ? Je veux dire que le facteur religieux est pas forcément un facteur qui va dans le sens de la paix. J'ai organisé il y a 2 ans un voyage en Israël et territoire palestinien. Au passage, on en a tiré une exposition qui tourne et j'en profite pour faire un petit coup de pub ce soir. Elle sera pendant 3 semaines à partir de la mairie du 10e. Une inauguration ce soir à 18h30 à la mairie du 10e de cette exposition. En lien d'ailleurs avec la journée des violences faites aux femmes aussi, avec un débat adapté aux deux situations. Et dans ce voyage, j'avais été surpris d'une chose, c'est que la solution à 2 États, donc qui était promue par la résolution fondatrice du 29 novembre 1947, avait très très peu de crédit. Pourquoi ? Parce que la problématique purement politique, rationnelle, on pourrait dire, de 2 nationalismes s'opposant et donc appelés à traiter et à trouver un compromis territorial, politique, etc., est complètement recouvert par la passion religieuse. Je dois dire que c'est malheureusement... Alors oui, il existe des mouvements libéraux en Israël, mais qui ne sont pas la majorité. Il est vrai que le rabbinat officiel en Israël est plutôt très très dur, voire extrême, voire politiquement compromis avec les habitants des implantations, qu'on appelle aussi les colons. Je dois dire que tout ça n'est pas effectivement recouvre la rationalité politique. Et même l'adhésion à cette idée de 2 États pour 2 peuples tente à disparaître. Seules des personnes comme je pense à l'ancien ambassadeur Elie Barnavi, des historiens, Denis Charbit, qui sont d'excellents analystes de ce conflit, soutiennent encore ces solutions, mais c'est l'illusion du reflux du religieux en fait. Le religieux n'est pas dans une vague de reflux avec Hakim El-Karoui. Là, c'est pas le reflux, c'est le flux. Oui. Et c'est la politisation du religieux et le politique qui est envahi aussi par le religieux. Et puis quand le religieux arrive, d'une certaine manière, il n'y a plus de discussion, puisque c'est quelque chose qui nous dépasse, etc. Moi, je voudrais dire un mot sur le sujet français, parce que je pense qu'il est très important et il nous anime avec Yann. On a vu c'est plus qu'une résurgence, c'est une accélération, un renforcement considérable des actes antisémites. Après le 7 octobre. Il y a une partie de la population française, communauté juive aujourd'hui, qui a peur. Et on a des autorités qui ont du mal à assurer leur sécurité. Moi, je connais, j'ai des discussions depuis longtemps avec un certain nombre de responsables. J'avoue que
ça m'est insupportable que des parents d'élèves, à la sortie des écoles ou à la sortie des synagogues, soient obligés de faire la police eux-mêmes. Il y a un service de protection de la communauté juive avec des gens qui ont des téléphones, des talkie-walkie, parce qu'il n'y a pas assez de force de l'ordre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ça fait 25 ans qu'on parle d'un nouvel antisémitisme. Il y a le traditionnel qu'on connaît bien d'extrême droite, et puis il y en a un qui vient et qui est lié, qui a un lien avec le monde arabe, qui a des argumentaires musulmans et qui est encouragé, on va dire, dans un certain nombre de quartiers populaires où on mélange tout. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que sur cet antisémitisme, on parle et on fait rien. On fait rien, pourquoi ? Parce que c'est une idéologie. C'est une idéologie complotiste. Le complotisme, il se combat. Mais il se combat pas seulement avec des lamentations, des déclarations officielles, des cours à l'école. Puisque, en fait, dans le complotisme antisémite, il y a l'idée, il y a eux et nous, et eux, ils ont le pouvoir, et nous, on est des marginaux, on est à la périphérie. Et donc, en fait, tout ce qui accrédite le fait que eux, ils sont au centre et nous, on est à la périphérie,